Je vous remercie. Vous m'avez fait la transition. Effectivement, cette reconnaissance du ministère de la Culture à la ville de Saint-Dié-des-Vosges sur le label 20e est un premier pas. Cette table ronde est une première démarche de sensibilisation du grand public sur l'intérêt patrimonial de ces édifices. Mais maintenant, Monsieur le maire, quelle politique de valorisation, quelles actions mener pour faire vivre, nourrir cet intérêt et retrouver les bénéfices aussi bien économiques que d'attrait touristique de la commune? Je voudrais commencer par vous raconter une histoire que beaucoup ne connaissent pas dans la salle, même des anciens élus ou des personnes qui étaient en responsabilité à ce moment-là. En 2011, à Saint-Dié-des-Vosges, des travaux importants ont été conduits sur la toiture d'une école publique de la ville. Il y en a 11, des écoles publiques, 9 groupes scolaires élémentaires et maternelles, et 2 écoles qui sont simplement des écoles maternelles. Et donc sur la toiture d'une de ces écoles ont été conduits des travaux importants et nécessaires qui ont conduit à démonter entièrement la toiture existante et à la jeter au gravat. Et puis en 2014, à la fin de l'année 2014, donc au moment où j'étais déjà devenu maire et où cette équipe municipale s'était installée aux responsabilités, le directeur des affaires culturelles de l'époque a attiré mon attention sur une mise en vente aux États-Unis d'éléments de toiture signés Jean Prouvé, avec indiqué comme provenance l'école en question à Saint-Dié-des-Vosges, l'école Paul Elbel, pour ceux qui la connaissent, pas très loin d'ici, rue Turin. Et il s'est avéré d'une part que effectivement cette toiture avait bien été conçue par Jean Prouvé, deuxièmement qu'elle avait bien été jetée dans les gravats et démontée et jetée dans les gravats, et qu'aucune action en justice n'était possible puisque la ville avait porté plainte et que l'action en justice était déclarée non recevable parce qu'il y avait bien eu démontage et jet et abandon de cette toiture. Et M. Larger peut dodeliner la tête, si Géraud Didier était là, il attesterait de ce que je dis en détail et précisément. Là-dessus, je dis, mais c'est incroyable. Et elle a été... Voilà. Bon. Que l'on puisse faire des choses pareilles. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et donc, cette toiture a été récupérée par quelqu'un qui avait parfaitement le droit dans les gravats et vendue. Et ça attire, qui d'ailleurs est prêt à nous en redonner une partie qu'il a récupérée. Ça attire du reste notre attention sur le fait qu'à Saint-Dié-des-Vosges, au-delà du patrimoine qu'on a déjà noté, certains le savent ici, nous avons aussi la maison du docteur Gauthier, qui est une maison donc, construite par Jean Prouvé, avant sa maison nancéenne, pour sa fille qui habite toujours à Saint-Dié-des-Vosges, qui est souvent présente dans des manifestations de ce type, mais qui aujourd'hui m'a demandé de l'excuser, de ses 2 filles, donc Madeleine. Donc c'est vous dire, cet exemple et cette histoire, qui est assez perturbante, j'imagine, pour un certain nombre de personnes ici, mais qui est tout à fait réelle, c'est dire à quel point, et avec les meilleures intentions du monde, parce que la valorisation du patrimoine à Saint-Dié-des-Vosges, et ce souci n'est pas né d'aujourd'hui, même si l'attention au patrimoine contemporain est peut-être un peu plus marquée ces dernières années, mais aussi sous l'impulsion de politiques qui sont initiées par l'État, c'est vous dire si cette prise en compte a été tardive. Et on peut s'étonner d'ailleurs qu'on ait réussi à préserver aussi bien la cohérence, y compris du second œuvre de la rue Thiers, de la rue Dauphine et de la rue Stanislas, malgré cette prise en compte tardive. Vous avez parlé des portes, mais on pourrait parler des rampes d'escalier qui sont souvent assez intéressantes, alors pas dans tous les immeubles, mais je pense en particulier à certains immeubles administratifs comme celui de la communauté de communes aujourd'hui, ou même aux marches d'escalier en granito, cette matière qu'on a du mal à recréer aujourd'hui quand on veut aménager ces bâtiments administratifs. Et du reste, quand vous dites, Madame Pezzoli, qu'il y a une réflexion engagée, elle engage bien plus que Saint-Dié-des-Vosges, puisque j'imagine que dans les ensembles de la reconstruction qui ont été identifiés par l'atelier du patrimoine, il y a eu un œil aussi attentif, au-delà de Corcieux, un certain nombre d'autres
ensembles de la reconstruction au milieu rural, je pense à Saulcy-sur-Meurthe, à Saint-Léonard ou à Nould, Gerbépal également, mais de façon moins spectaculaire, qui ont partagé le triste sort de Saint-Dié-des-Vosges, ce sort de la terre brûlée, et où on retrouve une cohérence architecturale qui est absente d'autres villes de la reconstruction, comme Gérardmer par exemple, ou La Bresse. À Saulcy-sur-Meurthe, à Saint-Léonard, à Anould, et notamment à Saint-Léonard et à Saulcy-sur-Meurthe, dans le centre qui a été recréé, on a un ensemble des années 50 extrêmement caractéristique de la seconde reconstruction. Et là non plus, je ne suis pas sûr que les habitants aient tout à fait conscience de cet intérêt de cette architecture, qui a été en partie conduite par des architectes locaux. Je pense notamment à l'église de Saint-Léonard, qui a été reconstruite par Aldo Travaglini, un architecte qui est beaucoup intervenu à Saint-Dié-des-Vosges, y compris dès cette période de la seconde reconstruction. Donc effectivement, le champ de réflexion il est considérable. Alors, il ne doit pas nous interdire d'imaginer et de repenser à partir de ce qui existe, mais il faut qu'on s'habitue à regarder comme du patrimoine cet ensemble-là. Et je voudrais tout de suite rassurer le directeur du CAUE, il n'y a pas de projet de mise en peinture de façon spectaculaire, et nous ne sommes pas assez naïfs ici pour solliciter, pour dire oui à l'attribution de labels comme celui du ministère de la Culture, et ensuite pour se lancer dans des démarches aussi, je dirais, artificielles. Mais il y a des réflexions à avoir. Alors bien sûr, ça peut concerner ce qu'on pourrait qualifier de protection au sens classique du terme, que ce soit sous forme d'AVAP ou d'anciens secteurs protégés. Et de toute façon, avec la reconnaissance et l'inscription à l'UNESCO de l'usine de Corbusier, nous serons obligés de nous engager dans ce type de démarche qui permettra d'éviter des aventures architecturales comme la construction de l'immeuble qui est situé immédiatement en face de l'usine de Corbusier aujourd'hui. Donc cette réflexion-là est une chose, mais les moyens d'accompagner les propriétaires dans leur réflexion en termes de sensibilisation, mais aussi de les accompagner financièrement, parce que, vous l'avez dit, quand il s'agit de faire changer une porte ou de mieux isoler, on n'a pas toujours des propriétaires fortunés, routières, certains le sont, mais pas tous. Et donc il faut pouvoir les accompagner, peut-être d'ailleurs en réfléchissant à l'échelle de la communauté d'agglomération, non pas seulement pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais en ayant une réflexion plus globale sur la nécessaire densification des villes de ce périmètre de la communauté d'agglomération de 80 000 habitants, puisqu'on franchit, j'en parlais avec le conservateur régional tout à l'heure, on franchit à Saint-Dié-des-Vosges, et les personnes qui sont dans la salle le savent bien, un grand cap en passant d'une intercommunalité embryonnaire que Mme Chrétien a notamment portée au début, et il fallait du courage pour le faire alors qu'il n'y avait rien au départ, à la communauté d'agglomération qui correspondra au bassin de vie de Saint-Dié-des-Vosges. Et la problématique de la densité de ces petites villes ou de ces villes moyennes, que ce soit Raon-l'Étape ou Moyen-Moutier, ou même pour ce qui est des gros bourgs corsieux, c'est une problématique qu'il faut traiter et dans laquelle la préoccupation architecturale doit être présente. Mais ça ne doit pas être... On doit tout mettre ensemble, c'est-à-dire la nécessité d'aménager nos villes pour tenir compte de ce qu'est l'évolution démographique et le désir de certaines populations de revenir en centre-ville, que ce soit des choix de vie pour les jeunes couples, ou des choix de nécessité pour rester autonome le plus longtemps possible pour des couples plus âgés ou des personnes seules. On doit concilier cela avec la préoccupation du patrimoine. Et c'est ensemble, c'est dans cette double préoccupation qu'on peut imaginer des outils d'accompagnement, des programmes, alors pas un PIG au sens classique du terme, mais des programmes qui nous permettront, par l'agglomération, avec des concours qu'on espère d'autres institutions, de pouvoir respecter ce double objectif. Et on est déjà aujourd'hui engagé dans cette réflexion, et dans la préparation de cette communauté d'agglomération où figurera l'équilibre social de l'habitat au titre des compétences obligatoires et le logement, eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises avec des collègues qui partagent cette préoccupation. Et c'est vrai que
c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, on me pardonnera de le faire ici, mais c'est le rôle de l'élu, cette architecture, cette reconnaissance, qui doit donc être préservée, doit l'être à la fois pour des raisons esthétiques et historiques, mais aussi parce qu'en termes de valorisation, elle est précieuse, elle est plus que significative. Depuis 2 ans et demi maintenant, je rêve à un parcours de l'architecture contemporaine en Lorraine, où on sait qu'il existe un public certes réduit, mais souvent capable de se mobiliser activement, quelque niveau de mobilisation que ce soit d'ailleurs, pour découvrir l'église de Baccarat, par exemple, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, l'église de Saint-Rémy, mais qui est remarquable, pour découvrir le temple de Lunéville, pour découvrir des bâtiments contemporains à Nancy, et pas seulement l'église Saint-François d'Assise dont je parlais tout à l'heure, pour mettre en garde contre les modifications qui pourraient y être apportées. Donc c'est à nous d'imaginer cela, à la fois cette politique de préservation et de valorisation du centre, préservation de l'architecture, préservation de la densité commerciale. J'étais heureux qu'on le relève ici. À Saint-Dié-des-Vosges, on a parfois l'habitude de considérer que face au commerce qu'on connaissait autrefois et qui était souvent tenu par un commerçant, la réalité des franchisés est un pis-aller, ou en tout cas une réalité qui est moins favorable. Mais il suffit de comparer les villes moyennes de cette taille pour se rendre compte que la densité commerciale est bonne dans cette ville et qu'effectivement elle doit être préservée. Donc à la fois une politique de préservation architecturale, mais aussi, j'insiste là-dessus, de mise en réseau, pas seulement d'ailleurs pour la valorisation touristique, mais aussi pour l'échange des bonnes pratiques. J'essaie de me lancer dans cela, et donc on va ici, avec le concours de mon adjointe à la culture qui s'excuse, qui n'est pas dans la salle, mais qui est très sensible au sujet, on va s'efforcer de voir ce qui a pu être mis en œuvre ailleurs, quand il y a des politiques de préservation qui ont été lancées, y compris dans des villes assez éloignées de la grande région comme Sedan, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir préserver cette qualité. Parce que on doit s'habituer à considérer, je l'ai déjà dit aussi, face à une association très dynamique en matière patrimoniale à Saint-Dié-des-Vosges et historique, on doit s'habituer à considérer comme du patrimoine ce patrimoine des années 50, et pas seulement ce qui remonte au XIXe siècle, parce que sinon nous courons le risque d'avoir un élément manquant de notre histoire quand on voudra en raconter, en faire le récit. Et souvent, d'ailleurs, on a plus de traces photographiques ou picturales du début du XXe siècle dans cette région que des années 50 ou des années 60. Les photos de la reconstruction de Saint-Dié avec les échafaudages, vous n'avez pas dû en trouver beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais elles sont moins nombreuses que celles du Saint-Dié d'avant 1914. C'est un paradoxe. Mais on risque peut-être à manquer d'attention pour ce bâti, à perdre 30, 40 ou 50 ans d'histoire d'une ville ou d'un village, alors qu'il a fallu précisément en ces époques, je l'ai déjà dit, beaucoup de courage aux habitants pour se réhabituer à vivre et renouer à la vie avec cette architecture, notamment qui les a accompagnés. Donc, en tout cas, moi j'étais très heureux de participer bien sûr à cette table ronde, mais je pense que l'attribution de ce label, c'est un point de départ, ça n'est absolument pas un aboutissement, à la fois un point de départ pour la ville, dans ses réflexions, mais aussi un point de départ, j'insiste là-dessus, sur l'agglomération. Et moi, je serais très heureux qu'on puisse imaginer une reconnaissance patrimoine du XXe siècle pour d'autres communes de ma communauté de communes actuelle et de la future communauté d'agglomération, notamment dans la vallée de la Meurthe. Et donc, on peut peut-être y réfléchir ensemble.